Aujourd'hui, donc on va parler de l'emphysème pulmonaire, donc qui est une composante de la BPCO. Et normalement, considérons que le cours a été fait par visioconférence ou par présentiel, normalement, parlez la lèvre. Non. اللي ما طلعش عليه او يفهم نص البي بي سي اللي طلع عليه يفهم 100% تاع البي بي سي d'accord. Alors on va commencer parce qu'on ne peut pas faire les deux cours. Il y a généralement les études disant classiques le seul module pneumo ما كانش la nouvelle référence ما كناش نديروا l'emphysème pulmonaire comme cours et les nouveaux programmes. Donc pourquoi ils l'ont individualisé? Parce que normalement, des BPCO, c'est suffisant. BPCO, il y a la bronchite chronique obstructive, au final, l'emphysème. Et ils ont individualisé l'emphysème parce qu'il est un petit peu spécifique. Pourquoi? Parce que l'emphysème, donc, a une spécificité, je suis clinique, je suis radiologique, je suis surtout fluoraire. Donc, fluoraire pour l'emphysématome, chimiquement, fluoraire pour un BPCO obstructif simple, sans emphysème. Et les conséquences, bien sûr, on va être presque qui sont les mêmes, c'est le BPCO. Donc, il est emphysématome, il est BPCO. Donc, c'est le même traitement. Mais BPCO, Mahouchi, emphysématome, c'est pas le même traitement. D'accord. Donc, là, la spécificité, c'est tout là le traitement chirurgical et tout ça pour le BPCO emphysématome. Et donc ça sous-entend que la BPCO c'est des phénotypes. Mais si vous connaissez BPCO, je peux vous parler. Il y a des BPCO emphysémateurs, comme un aspect l'inspection spécifique. Et les BPCO non emphysémateurs, donc c'est un autre aspect clinique et radiologique et à l'UFR, donc il est différent. Voilà, donc il y a un BPCO emphysémateur. C'est ce qu'on va voir. Donc, il faut donc dire que le BPCO non emphysémateur a plus ou moins les mêmes signes cliniques, plus ou moins les mêmes signes radiologiques et les mêmes signes fonctionnels. Donc, on va commencer. Donc, quels sont les objectifs? Là, donc, ils ont même uniformisé, si vous voulez, les objectifs pour que tous les enseignants donc, atteignent les mêmes objectifs. Donc, quel que soit au territoire national, donc normalement, les profs les objectifs dans le cours qu'ils doivent acquérir. Donc, quels sont les objectifs? C'est décrire les lésions anatomopathologiques de l'emphysème et ça sous-entend que l'emphysème pulmonaire, au contraire de la bronchite chronique, là, on a une définition clinique, c'est le fait que le malade tousse et crache 3 mois par année et durant 2 années consécutives, donc c'est clinique. C'est un bronchite chronique. Voilà. Mais l'emphysème, parce que ce sont des lésions anatomopathologiques, même dans la bronchite chronique, il y a des lésions anatomopathologiques, mais l'emphysème, la définition elle est que ça. Que ça. Donc on ne peut pas demander au malade une glycine d'emphysème. C'est qu'il a des lésions de destruction du parenchyme pulmonaire sous forme d'emphysème. Donc, normalement, il y a 2 types de grands types. Il y a le centrolobulaire et le panlobulaire. Donc, normalement, on doit différencier entre les 2 types d'emphysème, bien sûr, sur tous les plans. Et il y a les conséquences physiopathologiques de l'emphysème, c'est surtout sur la respiration, c'est surtout sur la spirométrie, et enfin il y a les complications, et on va parler quand même un petit peu sur le traitement. Donc, en définition, on a dit que la définition est anatomique. Donc, c'est quoi? C'est au niveau du lobule pulmonaire, là où il y a le sac alvéolaire, il y a quoi? Il y a un élargissement anormal. Donc, tout est élargi, tout est gonflé. Et il est anormal, cet élargissement donc intéresse l'espace aérien au-delà de la bronchiole terminale, donc ensuite c'est la bronchiole respiratoire et le sac alvéolaire. Tout ça est détruit. Bien sûr, il y a plusieurs étiologies. Et destruction
elle est accompagnée par une destruction des parois alvéolaires. Donc l'alvéole, elle est détruite, donc il faudrait le sac alvéolaire avec il est gonflé. Et cependant, il n'y a pas de fibrose évidente. Donc ça sous-entend que tout emphysème qui est associé à une fibrose, ça ne rentre pas dans le cadre de la BPCO. Donc ce n'est pas le thème de notre cours. Donc il n'y a pas de fibrose. Radiologiquement, scalographiquement, il n'y a pas de fibrose. Donc l'emphysème et la bronchite chronique, bien sûr obstructive, font partie des BPCO. Donc ce sont les deux composantes de la bronchopathie chronique obstructive. Voilà. Donc là, c'est un lobule ou la acénus normale. Il y a donc les alvéoles qui ont un aspect conservé si vous voulez. Cependant là, en cas d'emphysème, il y a une destruction des alvéoles à l'intérieur, donc destruction de la paroi alvéolaire. Voilà, donc même aspect. Donc entre un sac alvéolaire normal, un acénus normal et un emphysema 2. Et là donc, c'est associé donc à la bronchiole terminale. Ça veut dire que le plus souvent, donc on a de l'emphysème associé à une inflammation, à une bronchite chronique. C'est une pathogénie de l'emphysème, bien sûr. Donc il y a la prédisposition génétique. Donc on a trouvé que quand même il y a des familles prédisposées à l'emphysème. Donc le gars ou les frères, donc fils du BPCO, mais ils fument. C'est ça le problème, c'est que le tabac, il va encore accélérer les lésions d'emphysème. Donc pour dire que c'est familial, il faut faire les tests génétiques. Il y a des infections des voies respiratoires inférieures du bas âge, donc chez les sujets non fumeurs, où on ne trouve pas vraiment une prédisposition génétique. À l'interrogatoire, en interrogeant, on trouve chez lui donc la notion des infections à répétition, bien sûr. À répétition, donc infections respiratoires au bas âge peuvent donner donc à l'âge adulte des lésions d'emphysème. Il y a le déficit en alpha-antitrypsine. Donc là, c'est une anomalie aussi qui est congénitale. C'est le déficit dans cette enzyme. Elle est donc responsable, si vous voulez, de la balance protéase-antiprotéase. Donc si on n'a pas, normalement, il y a toujours deux effets sur le corps humain. Un qui construit, l'autre qui détruit. Et c'est l'équilibre entre les deux qui fait qu'on grandit, ensuite qu'on vieillit. Donc, l'alpha-antitrypsine, c'est la balance qui ne laisse pas les protéases donc, ont une action exagérée. Donc, il y a protéase, ça veut dire quoi? Dégradation, très bien. Donc, ça sous-entend qu'il y a dégradation du tissu pulmonaire, dégradation de la paroi alvéolaire. Donc, c'est pour ça que le déficit en alpha-antitrypsine va entraîner une exagération de l'activité des protéases, donc destruction de la paroi alvéolaire. Donc, heureusement que c'est un déficit qui n'est pas vraiment fréquent. Et donc, ça sous-entend encore que le facteur exogène est prédominant. Donc, le tabagisme, en plus de son activité directe, action directe sur le parenchyme, sur la muqueuse bronchique, c'est-à-dire l'inflammation de la muqueuse, il a des effets au niveau de cette balance toujours protéase-antiprotéase qui fait qu'on a une destruction du parenchyme pulmonaire. Donc, vu que les problèmes génétiques ne sont pas fréquents dans l'emphysème, ça sous-entend que les facteurs exogènes, tels que surtout le tabagisme, donc, sont responsables dans plus de 90% de lésions emphysémateuses. Il y a bien sûr l'exposition professionnelle, donc chronique aussi, donc qui peut donner ce type de lésion qui est l'emphysème pulmonaire, la pollution atmosphérique, les gaz toxiques, donc tout ce qui est poussière est toxique pour l'appareil respiratoire.
Donc, on va parler un petit peu de ce déficit en alpha-antitrypsine. Donc, c'est une maladie génétique à transmission autosomique codominante. Donc, il y a des gènes, donc c'est surtout le phénotype ZZ qui est le plus fréquent. Et comme je l'ai dit, donc c'est vraiment un individu sur 1500 jusqu'à 6000 naissances. Donc c'est une protéine qui est synthétisée par le foie. Donc l'activité, c'est contrôler l'activité des élastases produite par les polynucléaires neutrophiles au niveau pulmonaire. Donc, s'il n'y a pas l'alpha-antitrypsine, on aura plus de production. Donc, la balance, elle est en faveur de la destruction. Donc, la tête pulmonaire se traduit par un emphysème. Elle est secondaire au déficit en protéines, donc perte de fonction. Elle s'observe à l'âge adulte. Donc, c'est à l'âge adulte que se manifeste ce déficit. Et là, si vous voulez, c'est un schéma qui permet de voir la cascade réactionnelle, toujours bien sûr au tabagisme, qui fait qu'à la fin, on a une activation des protéases et donc la formation de l'emphysème. Ce qui veut dire que la cigarette, là, elle a un effet sur la production cellulaire des protéases par différents processus. Et donc, tout ça conduit à une activation des protéases. Et toute activation, elle va donner de l'emphysème. D'accord? Donc, il n'y a pas que le déficit. Le déficit, l'action est minime. Le pourcentage est minime. C'est surtout le tabagisme. Donc, cela a été expliqué par quoi? Par qu'il y a des sujets chez qui l'étude génétique elle est négative, il n'y a pas de déficit, alors qu'ils présentent un tableau d'emphysème manifeste, et c'est des sujets qui sont fumeurs. Donc, il n'y a que le tabagisme qui a produit l'emphysème. Il n'y a pas donc une autre étiologie. Donc, ça sous-entend que le tabac, il a deux actions. Il y a l'action locale sur la branche, le fait que la fumée, elle brûle les branches, elle est à l'origine d'une inflammation bronchique, puis tout l'arbre bronchique jusqu'au bronchiole, et là, elle a une deuxième action sur les cellules, donc elle active la formation, la production des protéases. Donc, tout ça a été prouvé. Donc, la pathogénèse, d'abord, par déficit en alpha-antitrypsine, la dégradation incontrôlée du tissu pulmonaire qui est élastique, par l'élastase neutrophilique, elle est souvent admise comme cause d'emphysème si elle est prouvée suite à un déficit. Si on fait un test génétique, on trouve que le malade, il présente un déficit en alpha-antitrypsine. Chez le sujet emphysémateux fumeur, là c'est la deuxième paire de manches, il existe une augmentation des dégradations de l'élastine. Donc c'est une rupture de la balance protéase-antiprotéase. Et là, parce que le tabac interagit à de nombreux sites du système protéase-antiprotéase, favorisant à la fin à la destruction de l'élastine pulmonaire. Les facteurs de risque, là, ce sont les mêmes facteurs de risque de la BPCO. Donc, il y a les facteurs génétiques, il y a le sexe, il y a les circonstances pulmonaires, donc intra-utérines, le pas de naissance, l'exposition au bas âge aux différents toxiques. Il y a l'hyperactivité, réactivité bronchique. Et à l'asthme, donc, il a été cité comme cause parce qu'il y a des asthmatiques où soit c'est des asthmatiques qui fument, soit c'est des asthmatiques qui ont un asthme sévère à des stades avancés. La branche qui était perméable, parce que la différence entre l'asthme et la BPCO, c'est que l'asthmatique il répond, le BPCO il ne répond pas, mais vu l'inflammation chronique chez l'asthmatique, la branche elle est remodelée, elle est fibrosée, donc elle est fixe. Elle ressemble à la branche du BPCO. C'est pour ça qu'il y a une zone associée entre
asthme sévère chronique et de PCO. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de l'asthme comme facteur de risque de la PCO et de l'emphysème, bien sûr. Les facteurs d'exposition, il y a le tabagisme en test de FIV, c'est dans plus de 90% des cas, il est un facteur de risque. Donc, le statut socio-économique, ça sous-entend le facteur nutritionnel beaucoup plus, les sujets dénutris, donc logiquement, donc, il y a beaucoup plus de la dégradation dans leur corps que de la construction. Il y a l'exposition donc, professionnelle, on en a parlé, il y a la pollution, il y a les affections de l'enfance, il y a le type d'alimentation. Donc, pour résumer, c'est beaucoup plus pour l'emphysémateux, d'une part génétique, le déficit en alpha-antitrypsine, et de l'autre part le tabagisme. Ce sont les deux facteurs de risque les plus souvent incriminés. Donc, sur le plan anatomopathologique, donc quelles sont les lésions, quel type de lésions d'emphysème qu'on peut trouver chez les malades, si vous voulez, de PCO emphysémateux, il y a 3 types d'emphysème. Et là, en fonction de la localisation des lésions dans la sinus respiratoire, c'est-à-dire bronchiole respiratoire et les sacs alvéolaires. Donc il y a le centrolobulaire, là c'est le plus fréquent, et donc c'est beaucoup plus le tabagisme qui est à l'origine pour ce type d'emphysème. Les lésions sont retrouvées en position centrale de la sinus, alors que les alvéoles sont préservés. Donc ça sous-entend que c'est les canaux alvéolaires, c'est les bronchioles terminales, bronchioles respiratoires qui sont inflammés ou bien qui sont détruits. Donc ça sous-entend que l'alvéole elle est préservée, mais elle n'est pas vraiment fonctionnelle parce que d'où parvient l'oxygène ou l'air dans l'alvéole? C'est par les branches. Quand la bronchiole terminale, les canaux alvéolaires sont détruits, l'alvéole elle n'est pas fonctionnelle, donc elle ne fait pas sa fonction normale. Donc l'atteinte, elle prédomine dans les parties supérieures, comme vous savez, le poumon, il est beaucoup plus perfusé dans les basses, vascularisé, et il est beaucoup plus ventilé dans les sommets. Donc ça sous-entend que tous les cancers sont le sommet, donc toutes les lésions d'emphysème centrolobulaires, elle est le sommet, et toutes les infections, ils sont beaucoup plus dans les basses. Et tout ce qui est vasculaire, WAP, tout ça, donc il est dans les basses, ça suit donc l'anatomie du poumon. Et donc le centrolobulaire, il est apical, c'est les lobes supérieurs, au niveau des lobes inférieurs. Et ce type d'emphysème est rencontré quasi exclusivement chez le fumeur. Pourquoi? Parce que la lésion elle est bronchiolaire, elle est dans les canaux alvéolaires, donc, et ça, c'est l'effet du tabac. D'accord? Et c'est le plus fréquent. Pour le pont lobulaire, ça sous-entend que toute la sinus est touchée, que ce soit les canaux, que ce soit les alvéoles, que ce soit les vaisseaux. Donc c'est l'ensemble de la sinus qui est touchée. Donc ça associé à des lésions vasculaires, donc même le vaisseau est touché. Avec donc puis destruction des parois alvéolaires, confluence des espaces aériens. Distaux, ça veut dire qu'il y a destruction, donc il n'y a que le sac alvéolaire qui est plus ou moins préservé, mais à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide, il n'y a que de l'air. Donc ce type d'emphysème est retrouvé chez les patients porteurs d'un déficit en alpha-antitrypsine, les sujets âgés et non-fumeurs, et les fumeurs sans déficit en alpha-antitrypsine. Donc il y a des types de fumeurs qui font le centrolobulaire, d'autres qui font le pont lobulaire. Mais dans le pont lobulaire, c'est beaucoup plus soit associé à un déficit en alpha-antitrypsine, soit c'est des grands fumeurs, donc ils ont beaucoup fumé, soit il y a d'autres facteurs intriqués, soit il n'y a que le tabac. C'est le tabac qui est responsable du pont lobulaire. Donc, mais dans le centrolobulaire, c'est le tabagisme qui est en relation avec ce type. Donc, oui. Par exemple, celui qui
Enfin. Est-ce que les non-fumeurs Bien sûr qu'il va développer un emphysème. Surtout le type ZZ, ça veut dire que génétiquement, il y a les deux allèles qui sont positifs. Donc, il va. Et c'est le pourcentage infime qu'on hospitalise pour BPCO, pour des compensations et exacerbations, alors qu'ils ne sont pas fumeurs. Donc, si on fait le test génétique, on peut les trouver déficitaires en alpha-antitrypsine, point. Donc, c'est dans le cadre de petits pourcentages des sujets qui font de l'emphysème, ils ne sont pas fumeurs. Donc, ça sous-entend qu'il y a probablement un déficit en alpha. Donc, les déficitaires, ce que je veux dire, que c'est assez complexe. Déficitaires purement alpha 1 non-fumeurs, ils font l'emphysème lobulaire. Déficitaires plus tabac, bien sûr, ils vont faire précocement. Fumeurs sans déficit, ils font l'emphysème lobulaire. Ils font le centron, mais ils peuvent faire le pont, soit parce qu'il y a une susceptibilité génétique, soit parce que c'est des grands fumeurs. Donc, il a fumé une quantité importante depuis le bas âge. Donc, on peut trouver pont lobulaire sans déficit. C'est logique. Parce qu'on les hospitalise et c'est des emphysèmes typiquement pont lobulaire. Soit c'est des fumeurs ou des non-fumeurs. Les fumeurs dans ces deux cas. Là, on ne cherche pas le déficit. À quoi ça sert? Parce qu'il y a le tabac. Même s'il est déficitaire, c'est le tabac qui a aggravé. Lesquels l'interrogatoire n'est pas fumeur, donc probablement génétique déficit. D'accord. Il y a des PPCO sans tabagisme. Et il y a des PPCO sans tabagisme qui ont travaillé, donc qui ont été exposés professionnellement. Donc on peut penser à, c'est pas un fumeur, mais il a été exposé. Il fait le pont lobulaire, il fait le centre lobulaire, ça dépend. Mais la conclusion, c'est-à-dire sur le plan thérapeutique, c'est un PPCO. Voilà. Donc, plus ou moins, le traitement spécifique à l'emphysème, s'il y a possibilité de faire un traitement chirurgical. Sinon, les sprays et tout ça, c'est comme le BPC. D'accord. Et là, donc, oui. La complication, donc, est-ce que je faisais le cours, le truc, pour simplifier, non. Par exemple, le sujet fumeur. Il y a une inflammation endobronchique, c'est comme l'inflammation, donc elle touche les gros troncs bronchiques et les bronchioles. Donc, les gros troncs bronchiques, il y a l'inflammation, l'hypertrophie de la muqueuse, et l'hypersécrétion parce que les cellules muqueuses ne font le tabagisme. Tout ça, c'est l'inflammation secondaire du tabac. Dans les petites branches, qu'est-ce qu'il y a de différent? Très bien. Le diabète, la grosse branche, elle est كبيرة, donc il t'inflamme, parce que l'air écoute. La petite branche, aussi, ça va? Très bien, parce que le diabète, la classe, mais il faut. Donc, physiologiquement, quand on respire, donc il y a la contraction interne du diaphragme, elle est active. L'inspiration, elle est active. L'expiration, elle est passive. Donc, l'air, il y a rien. Lesquelles les branches libres? L'air qui va c'est logique. C'est la branche là. Donc, l'air qui est trop, mais il croche à 100%. C'est le piégeage d'air. Oui, il y a l'air. Très bien. Mais l'alvéole a une certaine pression, donc à un certain moment, elle va éclater. L'air, où il y a? يقول عسل ما عندوش رجلين ما يقدرش يمشي لا يروح لا يروح يقول في البارونشيم بولمونير l'air il est piégé avec le BPC عند l'emphysémateur il est piégé على l'emphysémateur دائما من الفوق يبان عنده ان سيرتان ايطاج يتنفس منه مش كيما سوجي نورمال هكا دائما دونك عنده بزاف في البومون تاعو il est toujours gonflé. Mais l'air de l'eau n'est pas fonctionnel parce qu'on ne fait pas en Chine, donc il ne peut pas faire les... Très bien. Donc, un sujet BPCO, oui, l'alvéole, elle est détruite. L'air qui gît, mais il gâche le vaisseau, mais il gâche l'alvéole, il n'y a pas d'échange. Et le vaisseau, les rameaux, tout alvéole, un vaisseau pour les échanges. Qui trouve l'alvéole, elle est détruite.
Le vaisseau avec une fonction. Et tout organe non fonctionnel, le corps humain, qu'est-ce qu'il fait? Bye bye, il disparaît. Donc le vaisseau alvéolaire, il y a la destruction avec le vaisseau et parois. Parce que le vaisseau n'est pas fonctionnel, mais il dérange. Donc il n'y a pas de le son, mais les échanges mélanges. Donc le vaisseau il est détruit. C'est pour cela qu'on a destruction de l'alvéole et du vaisseau accompagnant. C'est ça le pont lobulaire. D'accord? Alors c'est une zone qui est morte. Il n'y a pas d'échange. Pourquoi dans l'emphysème centrolobulaire, on n'a pas une destruction des vaisseaux? On n'a pas une destruction des vaisseaux. Donc là, on ne peut pas tout, si vous voulez, mais chez les icônes qui m'ont pas. Il y a plusieurs phénotypes. Il y a une femme normale, bien maquillée, elle est BPCO. Bien sûr, à l'étranger, parce qu'elle fume beaucoup. Il y a un homme, le BPCO. Mais c'est un BPCO, parce qu'il y a un BPCO lobulaire typique, alité, oxygénodépendant, c'est ça le phénotype. Il y a des centraux, quel bon, quel centre. Donc, ça, donc, il y a plusieurs, c'est multifactoriel, l'emphysème est multifactoriel. Donc, il couvre les facteurs, les centraux, il y a un centre qui couvre les facteurs, les un pont, il y a un pont, qui couvre les billets. Donc, un sujet normal, alors que c'est un BPCO. D'accord? C'est des phénotypes, c'est pour ça qu'on parle de phénotypes. Normalement, qui veut tout dire, quand je vais parler de la radio, tout le job. Quand je vais parler de l'EFM, tout le job. Donc, quand je vais parler de la clinique, tout le job. D'accord? Donc, l'emphysème paraseptal, c'est le troisième type. Donc, il a l'emphysème lui-même, il se situe à la périphérie des lobules, donc le long des septa interlobulaires, c'est, si vous voulez, la limite entre deux lobules, c'est le septa interlobulaire. Donc normalement, c'est en haut un petit peu du lobule. Au niveau des axes broncho-vasculaires et dans les régions sous-pleurales, la région sous-pleurale, parce que la sinus, tous les sinus se terminent au niveau de la région sous-pleurale. Et parce que le paraseptal est en dehors de la sinus, il gît en sous-pleural, c'est-à-dire le scanner qui chauffe un emphysème beaucoup plus en sous-pleural, là en paraseptal, donc là un emphysème paraseptal qui chauffe centro-lobulaire, donc c'est le centro, qui chauffe au pont, le scanner c'est un pont lobulaire. Donc voilà, donc si vous voulez, schématiquement, là donc c'est le centro-lobulaire, donc c'est une atteinte beaucoup plus des canaux, le sac alvéolaire, normalement n'est pas touché parce qu'il n'est pas fonctionnel, il y a plein d'herbes parce qu'il n'est pas fonctionnel, et là, si vous voulez, c'est le pont où il y a destruction de la sinus, des sacs alvéolaires, des parois alvéolaires. Donc même là, schématiquement, le pont lobulaire, c'est beaucoup plus, il est beaucoup plus gonflé que le centre, c'est logique. Voilà, il y a un emphysème paracicatriciel. Donc on va parler d'emphysème paracicatriciel parce que c'est un type d'emphysème, mais il n'est pas inclus l'emphysème, si vous voulez, du fumeur. C'est un emphysème qui a une autre physiopathologie, on va en parler, mais ça sous-entend que le cicatriciel là, il n'est pas dans le cadre de il ne rentre pas dans le cadre de la PPCO, c'est pas le même. C'est pas l'étymologie méchante de tabac, c'est autre chose, d'accord? Donc ça, il juxtapose donc des lésions fibreuses à des foyers d'emphysème. Donc c'est parfois bulleux. Il est observé dans les séquelles de tuberculose parce qu'il y a destruction du parenchyme, due au tabac, c'est une destruction due au BK. La sarcoïdose chronique, donc les stades terminaux de la sarcoïdose et la fibrose. La silicose aussi, donc elle est accompagnée avec l'emphysème. Donc ce type d'emphysème n'est pas classé par rapport à la sinus. C'est une destruction parenchymateuse bulleuse, cette étiologie, elle n'est pas classée. Donc là, il y a la tuberculose, il y a la fibrose. Donc
schématiquement, le cicatriciel dans le paralésionnel, c'est mécanique. C'est-à-dire que la tuberculose, la guérison sous forme de séquelles, c'est-à-dire le territoire avec il est fibrosé. Donc c'est comme les séquelles de tuberculose, c'est de la fibrose localisée. Donc, et le tissu, maintenant, il est sain, élastique. La lésion elle-même cicatricielle, il est fibreux, donc il y aura une force qui est contraire à l'élasticité. Donc, à force, il y aura une déchirure. C'est une déchirure paraséquelaire. Point. Donc, soit suite à une tuberculose, soit suite à une fibrose, c'est la sarcoïdose, soit suite à une fibrose de la silicose. Ça sous-entend que pourquoi le type d'emphysème n'est pas inclus. Parce que la définition, il n'y a pas de fibrose. Donc, tout emphysème associé à de la fibrose, il n'est pas emphysème inflammatoire. C'est un emphysème paracicatriciel. Donc, il a sous-entend que avec l'emphysème 2, donc il connaît les lésions d'emphysème localisées, paracicatriciel. Ça n'évolue pas normalement, la lésion est étendue, ça n'évolue pas vers l'insuffisance respiratoire et tout ça, donc ce n'est pas le même tableau clinique. D'accord? Donc on en parle parce que c'est de l'emphysème, on doit le connaître, mais on doit le savoir que le type d'emphysème, ce n'est pas l'emphysème inflammatoire de la BPCO, d'accord? Qui n'est pas inclus. Et il y a les lésions bulleuses, là, donc c'est un terme, si vous voulez, anatomique, radiologique et tout ça, qu'on peut trouver dans les différents, c'est-à-dire sur la radio ou le scanner. C'est des lésions, quand est-ce qu'on parle de lésions bulleuses, donc là on ne parle pas d'emphysème, on parle de lésions bulleuses. Pourquoi? Parce que ça, on peut le trouver dans tous les types d'emphysème, premièrement. Et surtout dans le paraseptal, c'est dû à quoi? C'est dû à la confluence des lésions d'emphysème, soit à la dilatation d'un territoire pulmonaire par effet de clapet sur la branche. Ça veut dire que c'est un ballon qu'on va gonfler. Il est dans le parenchyme pulmonaire. Donc ça sous-entend qu'on peut avoir un emphysème éparse, ou là, un emphysème sur le territoire sous forme de bulle. Et là, donc, on peut le voir donc, par la suite dans les aspects radiologiques. C'est-à-dire qu'on peut trouver un emphysème qui n'est pas individualisé sous forme de bulle, c'est un emphysème. On peut trouver un emphysème, que ce soit centre ou la là, mais sous forme d'une bulle. Et là, c'est la physiopathologie. Donc, c'est soit un territoire emphysémateux soufflé, parce que la branche, elle est en contact. Donc, il y a un effet de clapet. Toujours dans l'inspiration, l'air rentre dans ce territoire. L'expiration de Kamel-Frouch. Donc, c'est un territoire emphysémateux qui est individualisé sous forme de bulle. Donc, ce n'est pas en fonction, c'est-à-dire du type d'emphysème, mais le plus souvent, c'est des lésions qui sont bulleuses, elles peuvent être centro-pont ou là, paraseptales. Donc, pour la clinique, il y a deux tableaux cliniques, et là, je parle de la BPCO, chez, bien sûr, le sujet emphysémateux, c'est le même tableau de la BPCO, il y a le blue bloater et il y a le pink puffer. Donc, ça sous-entend que le blue bloater, c'est un sujet cyanosé qui est très bien, il est obèse, et l'autre il est pink, donc il est maigre, il est pink, donc il est rose, on dirait qu'il n'est pas en insuffisance respiratoire, mais il est toujours essoufflé pour faire. Et donc, ce sont, si vous voulez, les phénotypes de la BPCO. Donc là, l'emphysémateux, c'est le pink buffer, il est dyspnique, il est maigre, il est normaux coloré, et là les lèvres pincées, on a l'impression qu'il est toujours. Voilà. Pourquoi il a les lèvres pincées? Vous savez, les lèvres pincées, il y a plusieurs types de dyspnée. Pour aider l'air à sortir. Voilà, il dit l'inspiration normale ou l'expiration normale, elle est rapide.
Alors qu'il a beaucoup d'air dans le poumon, donc il a besoin de temps. Donc il fait ça. Donc il va, si vous voulez, allonger le temps expiratoire. Si, c'est réflexe, c'est un truc réflexe pour vider son poumon qui est gonflé. Donc le pic, c'est toujours comme ça, il fait ça. Donc tout le temps, il bête comme il s'enfale alors que c'est une expiration, il va allonger. Ou même la kinésithérapie, le BPCO emphysema 2, il fait une expiration prolongée pour diminuer l'hyperinflation pulmonaire. L'autre, il est obèse. Pourquoi il est obèse? Il est obèse parce que le plus souvent, il est en insuffisance respiratoire, il est sur place, il est en décompensation, il fait des œdèmes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment de l'obésité, mais il est gonflé par de l'œdème parce que le blue bladder, il complique sur le plan cardiaque avant le pic. Et là, c'est vous qui vont déduire pourquoi elle fait ça. Donc et là, on a fait phénotype. Donc il y a A, B, C, D, si vous voulez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands, ça veut dire typiques, les deux grands tableaux typiques, c'est le blue et le pink, mais à l'intérieur, il y a plein d'autres aspects. C'est-à-dire pratiquement, on ne va pas trancher cliniquement quel est le blue ou le pink. Il y a des sujets normaux, c'est des BPCO. Parce que ça dépend de l'emphysème, ça dépend de les lésions, si vous voulez, qu'ils ont dans le poumon, ça dépend des facteurs génétiques, ça dépend de l'exposition, ça dépend de plein de choses, d'accord? De l'alimentation et tout ça. Donc, là, c'est un tableau comparatif entre les deux les deux formes d'emphysème. Et là, donc, on l'a dit, sur le plan topographique, c'est les régions centrales de la sinus, donc c'est les sommets qui sont beaucoup plus touchés, le centraux. Le pont, c'est la totalité, c'est-à-dire alvéole, vaisseau, tout est détruit. Donc, c'est les lobes beaucoup plus inférieurs qui sont touchés. Sur le plan physiopathologique, donc il y a l'effet Shunt, et là, donc, dans le pont, elle n'est pas modifiée. Et là, pourquoi? Toujours pourquoi? Il y a un effet Shunt, le blue, le centraux, et l'autre, on n'a pas. Ça se passe là, le vaisseau, il n'est pas l'alvéole. La branche, mais trop, je fais des échanges. L'effet Shunt, c'est les échanges. D'accord, ça. Donc, centrolobulaire, ça sous-entend que les vaisseaux sont intacts, la paroi est vraiment détruite. Dans l'air, le sang qui gifle le vaisseau pour faire les échanges, il gît un sang veineux mais ça change parce que l'alvéole est fonctionnelle. Il n'y a que le vaisseau qui est fonctionnel. On a besoin d'une restriction de vaisseau et de... Centraux. Le pont. Donc le sang gibeleux. Mais je dis très bien. Donc c'est des ondes qui sont mortes. Donc le sang avec les ondes qui sont fonctionnelles. Donc ici sont veineux, il dit les échanges, malgré que ce sont des ondes claires, بصح كاين عليها وداي ديسبنيك. Donc دائما لازم يخدم في la perfusion ventilation. دائما يديسبنيك l'autre. Ou l'autre parce que le sang يروح دائما veineux, il est toujours en hypo. Il est en époxy, donc il est toujours cyanosé. Ou les sujets d'idem en époxy ou chidéro. Mais qu'est-ce que la complication liée? Suffisance respiratoire chronique et CP
insuffisance cardiaque droite, les œdèmes, le malade, il est œdéma. C'est dans le centre lobulaire, pourquoi il est toujours bleu, œdémasé, ou le pic pour faire pourquoi il est drosé, donc ça va se fatiguer, il va faire son CPC, il va faire son insuffisance respiratoire chronique, mais il ira en retard. C'est pour ça qu'il a la fente musculaire, parce qu'il ne bouge pas, il est toujours dyspnique, il ne bouge pas, donc c'est une fente musculaire. D'accord, c'est ça la différence entre les deux grands tableaux donc cliniques. Bon, le Blue Blotter, c'est le tableau le plus fréquent, sujet entre 50 et 60, il est obésité, tabagique et bronchite chronique, tout avec expectoration, donc les antécédents, même au cours de la BPCO12, il crache toujours. Et il est dyspnique, cyanosé, hypocratisme digital avec polyglobulé et distension thoracique qui est modérée parce qu'en physiotherapie, il n'est pas vraiment important qu'il m'a le punk. Pour le pont lobulaire, donc, on a le déficit, il est trouvé donc, le plus souvent, mais le déficit traduit comme fumeur sévère. Donc le pic, c'est un tableau qui est moins fréquent. Donc le BPCO, le pic, il est jeune, donc c'est un âge jeune. Donc il peut être fumeur comme il peut ne pas être fumeur. Morphologie particulière, il est maigre, il est longiligne. Il fait une dyspnée, des formes d'installation insidieuse et d'aggravation progressive. Pas d'hypocratisme digital parce qu'il n'y a pas d'hypercapnie et tout ça. Pas de cyanose au début, mais à la fin, il peut être cyanosé et tout ça. Le thorax est très descendu, c'est un thorax endomou, mais il reste rose, donc, parce que les échanges se font, donc il n'est pas vraiment cyanosé. Pour l'imagerie, voilà, donc le tableau d'un emphysémateur, BPCO, emphysémateur bien sûr. Et là, donc, comme on décrit à la radio, donc, pour décrire une radio, il faut toujours faire comparaison. C'est-à-dire, on toujours bouffe la radio avec des choses opaques parce qu'elle ressemble à quelque chose. C'est quoi l'opaque du thorax? Donc, elle a une opacité, tonalité hydrique, parce qu'elle a la tonalité intermédiaire, c'est un classique. Parce qu'elle a la tonalité c'est ça. Donc, la radio, la lecture, c'est en comparant avec les éléments. Parce que l'opaque, c'est un mot qui est normalement sombre. Opaque, il est sombre, mais sur la radio, il ressemble au paysage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, vulgairement? Oui. Donc, c'est pas un aspect normal à l'époque. Normalement, très bien. On dirait qu'il y a un moussement, mais il peut s'agir de liquide ou pas. Donc, le BPCO, c'est un aspect normal, sans liquide. D'accord, parce qu'il est sans liquide. C'est la déformation qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Normalement, le diamètre flapex, comme une base, mais là, on dirait que c'est il ne fait pas en chiffre. C'est spécial. Quelle articulation, c'est juste. C'est moi, j'ai un plasticien. Il est droit de la gauche. Très bien. Donc, vous avez, si vous voulez, bien interprété malgré les radios. Donc, comparons cette région à cette région. Elle est trop claire. Pourquoi elle est trop claire? Parce qu'il n'y a pas de vaisseau. La transparence normale qu'on voit sur la radio, elle est le résultat de quoi? L'air qui est vraiment clair. Oui, l'air normalement qu'on voit. C'est ça. Il est atténué par quoi? Par les parois, l'alvéole, par les branches, les vaisseaux. C'est pour ça qu'on a une clarté, tonalité comme la clarté de l'air. Et quand on voit une hyper clarté, ça veut dire qu'il n'y a pas de vaisseau
n'y a pas de paroi alvéolaire, donc il n'y a pas d'alvéole. Donc ça veut dire que c'est une hyperclarté peu. Peu. Parce qu'avasculaire, ça veut dire ça. Donc c'est une hyperclarté peu. Non, jamais. Jamais. Parce que il n'est pas systématisé triangulaire, point. La charge triangulaire est systématisée. Donc là, c'est une hyperclarté. Ça a une forme. Elle est très bien. C'est une hyperclarté. On peut vasculariser. Elle est. La région, elle est apicale. Très bien. Elle est sous-claviculaire. Est-ce qu'il y a la présence de liquide à droite? Là. C'est ça. C'est ça ce que je vois là. Il y a la paroi de la bulle. Donc elle est cerclée par une fine paroi. C'est la définition radiologique de la bulle d'emphysème. Donc c'est une hyperclarté cerclée, entourée d'une paroi fine. La localisation, bien sûr, elle est sous-claviculaire. Droite, il y a une autre en sous-claviculaire. Gauche, une autre au-dessous. Donc il y a plein de bulles. Il y a une hyperclarté, tout ça. Mais ça c'est quoi? Non. C'est quoi? C'est une? Il y a quand même une trabeculation qui est exagérée. Voilà, c'est quoi? C'est la trame vasculaire. Mais pourquoi elle est exagérée? Mais je comprends ça. Compensatrice, ça veut dire qu'il y a une néovascularisation. Je dis, je compense ce qui a été perdu. C'est une très bien, c'est une trame normale, mais elle est comprimée. Parce que l'air a une liquide, un poids, mais l'air a une donc c'est une pression. Donc toute trabeculation qui est située au-dessous d'une bulle d'emphysème, c'est un parenchyme pulmonaire passé. D'accord? Sur le plan thérapeutique, c'est quoi l'intérêt de cet aspect radiologique? Deuxième aspect. Très bien, horizontalisation, les côtes, les micropoids physiologiques sont aplatis. Donc il y a une raréfaction. C'est une hyperclarté même diffuse. Même cache bulle d'emphysème. C'est un emphysème point. Donc, c'est une raréfaction vasculaire, donc diffuse, bilatérale. C'est un poumon emphysémateux. C'est un aspect radiologique d'un BPCO. Mais même cache des bulles individualisées. Donc, le malade des bulles d'emphysème, c'est un emphysémateux, point. Donc, troisième radio. Donc, c'est une hyperclarté. Vasculariser les deux champs pulmonaires. Bien sûr, il nous fait contenant distension, centralisation des côtes, platissement des coupoles diaphragmatiques. Et à l'intérieur, le contenu, le parenchyme pulmonaire, il y a une hyperclarté peu vascularisée, si vous voulez, raréfaction vasculaire bilatérale, touchant presque les 3/4 des deux poumons, mais au niveau du poumon, fluide, si vous voulez, elle est quand même cerclée par une paroi qui est fine et en sous-jacent, qu'est-ce qu'on voit? Un parenchyme qui est tassé. Et là, c'est une bulle d'emphysème bien individualisée sur le scanner. Mais là, dans le contrôle latéral, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une raréfaction du bon vasculaire. C'est un emphysème. Il est bilatéral. Maintenant, à gauche, c'est une bulle qui est individualisée avec une paroi qui est fine. Oui. Il y a en expiration, je dis au poumon, ou tout le trame exagéré. Généralement, l'emphysème,
l'emphysème pulmonaire, il y a la clarté, elle est diffuse. Donc, dès l'expiration, il y a une raréfaction vasculaire. Donc, dès l'expiration de la médèche, c'est raréfié. Si on suspecte un pneumothorax minime, durant l'expiration, parce que le pharyngomètre, il est sain. Donc, dès l'expiration, ça se vide de l'air. Déjà, l'emphysémato, il ne vide le poumon interne. Donc, à quoi ça sert? On demande que si on suspecte un pneumothorax minime, donc en expiration. Voilà, donc là, si vous voulez, ce qui explique ce qu'on a dit, parce que maintenant, j'ai une réponse lobulaire, une centraux, il y a un exemple, oui, des régions, il y a le pont, et des régions, il y a le centraux lobulaire. Et quand on voit le vaisseau à l'intérieur d'une clarté, c'est le centraux, ça veut dire que le vaisseau est intact. Quand on voit rien, il n'y a pas de vaisseau, c'est hyper clair, et là, c'est un pont lobulaire. Voilà, aussi sur le scanner. C'est raréfaction marquée de la vascularisation pulmonaire. Donc on voit qu'il n'y a pas de vaisseau, donc c'est un pont lobulaire. Donc là, c'est un paraseptal, il est toujours périphérique, soit dans la région paramédiastinale, soit dans la région sous-pleurale, c'est-à-dire la région sous-pleurale. Donc là, c'est un emphysème paraseptal. Voilà, c'est une bulle. Voilà. Deuxième diagnostic. Et comment faire la différence radiologique? Parce que parfois, il y a vraiment avasculaire. Une bulle d'emphysème, il n'y a aucun vaisseau classe. C'est bon, à un certain moment qui tourne géante, mais cache les vaisseaux, même, ils vont crier normal, la hanche. Donc, on peut elle est avasculaire. Non, elle est avasculaire. Et pourquoi on ne dit pas oublier c'est un pneumothorax? Il est pour la main. Wesh, alors. C'est un poumon qui est le médiastin oral, l'autre côté. Hein? Poumon supérieur. Non, supérieur, non, je suis comme. Mais il faut changer la bulle. C'est les mineurs, doit ma trache. Hein? Ah oui. Pneumothorax, ça veut dire l'autre. الشيء يحبس يرجع لك الشمريض. Alors, tu suspectes pneumothorax, tu es sûr. Comment on fait la différence entre une pleurésie et un truc un parenchymateux périphérique, par exemple, kystidatique, le parenchyme? Oui. Très bien. C'est la même chose. Tout ce qui est pleural, pleuropariétal, un angle de raccordement sur l'imagerie, que ce soit l'équipe ou là, donc c'est le même principe. C'est l'angle de raccordement, lequel il est obtus, il est pleural. Donc c'est un pneumothorax là, truc pleural enkysté, ou lequel il est aigu, donc il est parenchymateux, donc c'est une bulle d'emphysème dans la bouche, un pneumo. Très bien. Donc on n'envoie pas le affaire dire l'angle de Bernoulli, mais parfois, même avec l'angle de Bernoulli. Le risque, c'est quoi? Lequel qui flippe un pneumothorax sous l'air de bulle d'emphysème, il n'y a pas de risque. Lequel bulle d'emphysème perd de jouer la draine, aussi ça. Éclatement, donc c'est mal l'idée le vrai pneumothorax. D'accord? Donc on ne draine jamais une bulle d'emphysème. Elle est ça sera le pneumothorax. Il faut faire attention. Et là, normalement, c'est quoi? C'est un emphysème, pont. Il n'y a pas de vaisseau, c'est vide. Mais il n'y a pas de bulle. Donc c'est un type d'emphysème. Et c'est un emphysème pont lobulaire, mais il n'est pas individualisé en bulle. Voilà. C'est quoi?
bulles. Quel type? Et ça veut dire que je suis phénotype A ou A ou B, donc il y a de tout. D'accord? On se demande le malade comment il respire. Il n'y a rien. C'est un poumon qui est détruit en bilatéral avec deux grosses bulles ou le parenchyme voilà. Donc même le parenchyme il n'est pas fonctionnel. L'Y sans bulle. D'accord? Donc là c'est sur le plan bien sûr fonctionnel, c'est l'une des conséquences de l'emphysème sur la respiration, c'est qu'il y a une différence quand même la forme, si vous voulez, du tracé spirométrique un BPCO emphysémateux, emphysémateux. Donc là, normalement, la différence c'est quoi? Très bien. Volume liquide du poumon, l'emphysémateux il est important, le BPCO emphysémateux il est normal. D'accord? Donc, le VMS parce qu'il y a une inflammation et tout ça, mais le volume, très bien, thrombose obstructif, il est partout, mais le volume résiduel, qui est l'emphysémateux, mais le BPCO non emphysémateux, très bien. Et donc, pour calculer le volume résiduel, là, pour voir la valeur terreau, on doit faire quoi? Spirométrie normale ou bien plétisme. C'est la plétisme. Il y a tous les volumes, c'est-à-dire mobilisables et non mobilisables. Spirométrie, quand tu fais un BPCO pour faire une spirométrie, mais on a le volume résiduel. Que le VMS, la capacité vitale fonctionnelle, voilà, très bien, mais le volume résiduel. Donc, si on suspecte un malade d'un syndrome d'hyperinflation, distension importante, on envoie à l'applétisme, on n'envoie pas à une spirométrie normale. Voilà, c'est le reste du tableau comparatif entre toujours centrolobulaire et panlobulaire. Là, donc, on a tout dit. Sur le plan radiologique, centrolobulaire, il y a la distension thoracique qui est modérée, il y a l'inflammation bronchique et pulmonaire prédominante aux bases, parce que les sommeils sont détruits, il y a l'hyperclarté du sommeil, il y a la cardiomégalie qui est précoce par rapport au panlobulaire, il y a donc les artères pulmonaires dilatées. Pourquoi? Parce qu'on a la HTA. Très bien, il y a la HTAP qui est précoce et due à l'hypoxie. C'est l'hypoxie chronique. L'hypoxie chronique, tu as une hypertrophie de la paroi de l'artère pulmonaire, donc HTAP. Donc précoce, le centre. Le panlobulaire, c'est une distension majeure, donc avec hyperclarté pulmonaire diffuse, rétraction de la crâne, des bulles d'emphysème qui siègent beaucoup plus au niveau des lobes inférieurs et le cœur en goutte. Pour l'évolution, donc précocement le centrolobulaire il fait son CPC, donc il se complique de poussée d'insuffisance respiratoire chronique secondaire, des complications sur l'infection boulie, erreur thérapeutique, donc il ne prend pas généralement parce qu'il est toujours dyspnique, tout ça il complique. La mort survient 10 à 20 ans après l'apparition de la dyspnée. Le panlobulaire, donc il est bien toléré, on l'a dit. Le pronostic dépend de la précocité du traitement, de l'âge de début de l'apparition de la dyspnée d'effort, l'étendue aussi des lésions destructives pulmonaires, la survenue des complications, l'embolie et le pneumothorax. À l'UFR, donc TVO, dans les deux cas, la gazométrie elle est perturbée précocement, donc on a précocement une hypoxémie avec hypercapnie. Cependant, le panlobulaire, il y a le syndrome de distension pulmonaire et la gazométrie de repos, elle est normale, mais quand il fait un effort, bien sûr, il y a une demande importante au niveau pulmonaire d'échange, donc ça sera dépassé. Le système avec il est dépassé, il va faire l'hypoxie à l'effort, là, au repos, mais tardivement.
complications, donc ce sont les complications, si vous voulez, de la BPCO. Les complications aiguës, c'est les exacerbations, ce sont des accidents qui apparaissent de façon aiguë au niveau de la maladie, dans l'évolution de la maladie. Mais spécifiquement pour l'emphysème 2, il fait le pneumothorax, il fait les surinfections de bulles d'emphysème et il fait, donc là, c'est les complications chroniques. En deuxième position, c'est l'insuffisance respiratoire chronique avec retentissement cardiaque, c'est-à-dire CPC. Donc il faut la corriger. Hein. La première, c'est aiguë, la deuxième, c'est chronique. Et là, donc, c'est une image radiologique. Très bien. Très bien. Donc là, c'est une surinfection de bulles d'emphysème. Très bien. Donc, pour le traitement, il n'y a pas de traitement curatif. Le traitement est basé sur les moyens suivants. Donc, il faut toujours lutter contre les facteurs d'aggravation et l'hypoventilation. Donc, il faut arrêter. Il est toujours utile un BPCO d'arrêter de fumer. Parce qu'une fois, et c'est vrai qu'il a déclenché sa maladie, d'accord, mais l'inflammation, donc quand il est toujours fumeur, il va aggraver encore le déclin de la fume, il va aggraver la destruction du parenchyme. Donc, il est toujours utile de dire à un BPCO d'arrêter de fumer, d'accord. Et il faut vacciner le BPCO, il faut le vacciner antigrippal, antipneumococcique. Il faut éviter bien sûr tout ce qui déprime les centres respiratoires. Et il faut donner les bronchodilatateurs. C'est vrai que le BPCO ne répond pas sur le plan, mais il y a une réponse minime. Donc on dit que c'est un PVO qui est peu réversible ou là irréversible. Donc le peu réversible, donc il y a quand même une amélioration. Elle n'est pas à 100% chimale asthmatique pour un bronchodilatateur, mais il y a quand même, ça retentit, si vous voulez, au long cours, sur la qualité de vie, sur les complications, sur la mortalité, sur le pronostic de la maladie. Donc c'est vrai que c'est la cause pour laquelle les BPCO arrêtent leur traitement, parce que pour eux, il prend son spray ou là il ne le prend pas, il est toujours dyspnéique. Et c'est pour ça qu'il arrête. Généralement, les BPCO, pour eux, c'est inefficace, le traitement bronchodilatateur, mais il faut quand même, c'est l'éducation thérapeutique beaucoup plus, il faut éduquer sur le plan que c'est un traitement, même si ce n'est pas curable, ça améliore quand même la qualité de vie de ces patients. Bien sûr, les corticoïdes toujours inhalés, ce n'est pas les corticoïdes par voie générale. L'antibiothérapie pour lutter contre les infections. Il y a la kinésithérapie, donc c'est un pôle important dans le traitement. Il y a l'oxygénothérapie chez les sujets insuffisants respiratoires chroniques. Et spécifiquement pour l'emphysème, donc tout ça, si vous laissez la BPCO, mais spécifiquement pour l'emphysème, il y a possibilité parfois de faire un traitement chirurgical. Donc c'est la résection quand la bulle elle est importante, donc elle va comprimer le parenchyme pulmonaire. Si on enlève cette bulle, donc il y a une réexpansion de ce parenchyme qui est toujours fonctionnel. Donc il y a la chirurgie de réduction de volume là. Donc quand on a un territoire dans le parenchyme pulmonaire qui est détruit par de l'emphysème. Il n'y a pas une bulle vraiment individualisée, mais c'est un territoire qui est touché. Là, donc, on fait une lombectomie. Donc, on va enlever ce territoire pour permettre au reste du parenchyme de faire son expansion normale. Il y a, bien sûr, comme traitement, si vous voulez, de dernier recours, c'est la transplantation pulmonaire. Et là, bien sûr, tous ces traitements, donc il y a les contre-indications, il y a les cas qui sont dépassés, on ne peut pas faire. Donc, il y a des malades qui sont en insuffisance respiratoire, on ne peut pas faire. C'est une chirurgie qui est lourde. Donc, il ne faut pas vraiment compter sur ces types de traitements. C'est des sujets qui sont sélectionnés de façon vraiment avec attention, et il y a des contre-indications et tout ça. Donc là, si vous voulez, c'est l'une des thérapeutiques, c'est des traitements endobronchiques. Là, c'est pas par chirurgie, on envoie
on place des valves au niveau des bronchioles de petit calibre. C'est des valves qui permettent donc, que cette bronchiole reste ouverte, donc, pour permettre de diminuer l'hyperinflation pulmonaire. Voilà, on a terminé. Si vous n'avez pas de questions. Voilà. Comment on peut la différencier d'un abcès et de l'hystératie? Il y a la clinique des différences. D'un abcès. L'image hydro-aérique au sein de l'emphysème. Contexte clinique, ça va. لكن السكانات في